Bonsoir à tous. Merci de nous prendre pour vous informer. Le grand rendez-vous de tous les soirs, de lundi au vendredi. Nous y sommes aujourd'hui dans le décryptage. Nous allons bien sûr aller d'abord au Soudan. Report des discussions pour finaliser les accords de gestion du pays. Pour passer le sujet à la loupe, nous avons notre éditorialiste maison sur ce plateau, Mamadou Diouf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Encore Soudan sur le tapis. Nouvelle discussion, report des discussions pour finaliser, bien sûr, des accords de gestion du pays. Qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? En fait, il y a eu une médiation qui a été menée d'abord par le président éthiopien, ensuite par l'Union africaine, qui avait permis de régler l'impasse dans laquelle on se trouvait à un certain moment, Oui. surtout après la dispersion du sitting qu'il y avait devant le quartier général. Mais la médiation avait trouvé des accords de principe sur un certain nombre de choses. Il faut maintenant finaliser cet accord, puisque on est d'accord que dans un premier temps, les militaires vont diriger le Conseil souverain, dans un second temps, les civils vont le diriger. Mais même si c'est les militaires qui dirigent ou c'est les civils qui dirigent, il faut qu'ils s'entendent sur la direction que le pays va prendre. Et c'est là qu'il y a quelques difficultés qui ont fait que l'Alliance pour la liberté et le changement a pris du recul parce qu'à l'intérieur de l'Alliance, les points de vue ne sont pas les mêmes par rapport à l'accord qui a été signé. Mais quand on parle justement de l'Alliance, normalement ils doivent accorder le violon, non? En fait, il y a deux niveaux dans cette affaire-là. Il y a d'abord un premier groupe qu'on appelle l'Association des professionnels soudanais, où les points de vue sont totalement harmonisés. C'est eux qui sont à l'origine du soulèvement et ils l'ont préparé depuis des années. Ils avaient déjà une proposition même pour la transition et tout. Quand le soulèvement a commencé à prendre de l'ampleur, vous avez d'autres mouvements de la société civile qui les ont rejoints. Vous avez des partis politiques qui les ont rejoints. Vous avez même des mouvements armés, parce qu'il y en a au Soudan, au niveau du Darfour, au niveau du Kordofan Sud, au niveau du Nil Bleu, qui les ont rejoints. Bien sûr, ceux qui sont venus au dernier moment, qui n'ont pas participé à ce travail de réflexion qui a été fait de longue date par l'Alliance, ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde que l'Alliance sur toutes les questions. Et c'est là où l'Alliance a eu cette attitude que je trouve bonne, reculer, pour que, en tant qu'interlocuteur par rapport aux militaires, qu'ils puissent venir en ayant la même position. Parce que dès que l'accord a été signé, il faut le dire quand même, les mouvements armés n'étaient pas d'accord avec l'accord parce qu'ils avaient eu des préoccupations que l'accord n'avait pas pris en compte. Donc, ils avaient marqué immédiatement leur désaccord avant qu'on en arrive même à la finalisation de l'accord. À quoi a donc servi la médiation du président éthiopien et de l'Union africaine dans toute cette affaire-là? Mais ça a réglé un gros problème, puisque après la dispersion du sitting... On a comme l'impression qu'on est dans l'impasse totale, puisque depuis qu'on a essayé de garder dans un lieu sûr l'ancien président, on n'a pas réussi à organiser les élections, on n'a pas réussi à trouver vraiment un homme de main pour faire la transition, et il y a toujours ce balbutiement jusqu'à ce jour. On se demande finalement à quoi a servi tout cela. Oui, mais c'est la médiation qui a ramené sur la table les militaires et les civils. Puisqu'à un certain moment, même le premier accord qui avait été signé entre les militaires et les civils, sans l'intervention de l'Éthiopie et de l'Union africaine, après la dispersion du sitting, les militaires ont même remis en cause cet accord qu'ils avaient signé avec l'Alliance pour la liberté et le changement. L'Alliance également avait dit qu'ils ne vont plus s'asseoir avec ces militaires parce que lors de la dispersion du sitting, il y a eu 127 morts en un seul jour. Donc à un certain moment, on ne savait plus dans quelle direction allait le Soudan. Donc la médiation a permis de faire en sorte que les négociations reprennent. Et cet accord qu'on est en train de remettre en cause actuellement, dont on a reporté les dernières discussions, c'est un accord qui a été négocié par l'Éthiopie et l'Union africaine. C'est eux qui ont coupé la poire en deux, puisque pendant longtemps, dans la négociation, les militaires disaient « nous, on dirige le Conseil de transition et nous sommes majoritaires dedans ». Les civils disaient non, nous, on dirige le Conseil de transition et nous sommes majoritaires dedans. Il y avait des points de vue complètement tranchés sur un certain nombre de questions où
c'est eux qui ont trouvé la solution en disant les militaires dirigent d'abord, les civils dirigent ensuite, en donnant à chacun une période pour diriger le conseil de transition. Ils ont même changé de terme pour ne pas que quelqu'un pense que c'est pour lui. Ils l'ont appelé conseil souverain. En plus, pour la représentation, ils ont donné 7 aux militaires, 7 aux civils, 7 à l'Alliance pour le changement, et ils ont ajouté un autre civil qui doit être désigné d'un commun accord entre les militaires et l'Alliance. En quelque sorte. Voilà. Donc, ils ont vraiment travaillé à couper la poire en deux, et c'est ça qui a permis aujourd'hui qu'on parle de report de négociations. Les négociations pour la finalisation devaient avoir lieu le vendredi passé. Alors, on sait que dans ce processus, les militaires ont été quelque part des gens qui ont aidé vraiment à assurer cette transition, à faire partie de l'ancien président. Mais pourquoi ils tiennent tant à rester au pouvoir? On ne veut pas lâcher, on veut toujours rester là-bas. Visiblement, rien n'a changé, en fait. C'est tout le problème pour l'Alliance pour la liberté et le changement. Parce que quoi qu'on dise, si le président El-Bachir est parti, c'est à cause des manifestants, ce n'est pas à cause des militaires. Les militaires, voilà. Les militaires sont venus au dernier moment cueillir un fruit qui était déjà mûr. C'est les autres qui ont planté, qui ont arrosé, jusqu'à ce que la plante donne un fruit. Les militaires n'ont fait que cueillir le fruit. Et c'était ça un des problèmes, parce que les militaires sont intervenus au dernier moment, et ce sitting que les militaires ont dispersé, c'est les populations qui étaient venues voir les militaires pour leur dire d'enlever Al-Bachir du pouvoir. Mais ils n'avaient pas demandé aux militaires de prendre sa place. C'est là où il y a une nuance, pour ne pas dire une grosse différence, parce qu'ils ont sollicité les militaires pour mettre fin à son pouvoir, mais ils ne s'attendaient pas à ce que les militaires s'installent. Alors que les militaires, quand ils ont posé le dernier acte, j'allais dire, de l'insurrection, ils ont fait comme si c'était eux qui ont démis le président. Ils ont mis en place leur conseil militaire de transition dans lequel il n'y avait aucun civil. Ils ont dit qu'ils vont mettre en place un gouvernement dans lequel ils se sont réservés des postes clés et les autres postes seront donnés aux civils. Et c'est ça qui a tendu la situation finalement entre les militaires et l'Alliance, parce qu'au départ, les militaires même ont protégé les éléments de l'Alliance qui manifestaient contre la police. Au point que dans les manifestations, on a vu parfois les gens porter les militaires, les acclamer parce qu'ils avaient protégé. Voilà. Mais les données ont changé quand ils ont destitué le président El-Béchir. Ils ont pris sa place, alors que tous ceux qui sont là sont des proches collaborateurs du président Béchir. Donc ça ramène le même problème qu'on a en Algérie. Vous faites partir la tête, mais si le système est toujours là, le fait d'enlever la tête ne change rien dans la donne. Et c'est ça que l'Alliance refuse en disant que non, tous ces gens-là font partie du système. S'ils sont là, c'est comme si El-Béchir continuait. À un certain moment même, personne ne savait où on l'avait gardé. Les gens commençaient à se plaindre en disant, est-ce qu'il n'est pas dans un hôtel de luxe, dans une prison dorée, où il a tout ce qu'il veut? Les gens étaient obligés de le prendre, d'amener à la prison parce qu'on les accusait d'être toujours de connivence avec le président El-Béchir. Ils veulent tromper la population. Bon, il y a toutes ces donnes qui ont fait qu'à un certain moment, ça a crispé les négociations parce que, il faut le dire, les civils n'ont pas encore confiance à ces militaires, même s'ils ont participé au dernier moment à la chute du président Béchir. Alors, d'aucuns disent que c'est l'occasion pour les militaires là, de s'accaparer du pouvoir, faire semblant de garder l'ancien président et organiser un semblant de transition et puis revenir encore au devant de la scène pour encore diriger le pays dans un futur qu'on ne maîtrise pas vraiment. C'est l'inquiétude de l'Alliance. Parce que ceux qui ont arrêté El-Béchir, après, il a fallu trouver de quoi l'arrêter. On dit on a trouvé chez lui des devises, l'équivalent de 75 milliards. On a trouvé ceci. Bon, faut pas comprendre les gens quand même pour des gens qui ne réfléchissent pas. C'est eux qui sont en permanence avec lui. Ils savent très bien de quoi qu'est-ce qu'il avait dans sa maison, qu'est-ce qu'il n'avait pas dans sa maison. Tout ce qu'on nous a dit sur lui par la suite, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Parce que dans le groupe actuellement, vous avez le responsable des renseignements, vous avez plein de gens qui sont là, qui tiennent le pays avec El-Béchir à l'époque. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passe. Et ça fait partie des éléments pour lesquels les gens n'ont pas eu confiance. Parce que
On l'a caché pendant un temps, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Personne ne savait où se trouve le président de la République. Quand les gens ont commencé à se poser des questions, c'est après qu'on a vu qu'on lui reproche ceci, on va le juger pour des crimes qui ont été commis par rapport à des populations du Soudan. Mais ce n'est pas le président de la République qui était sur le terrain en train de tirer. Ceux qu'on accuse le plus, c'est les Janjaouides. Et leur premier responsable est dans le conseil militaire de transition. Donc, vous voyez un peu le problème que ça pose. Il y a souci, hein? C'est pourquoi les populations civiles, de façon générale, se disent que ces gens veulent rester au pouvoir. Mieux, une des raisons qui a bloqué cette dernière négociation, de sorte qu'il n'y a pas eu la rencontre du vendredi, c'est que les militaires ont demandé une immunité absolue. Et les gens l'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous demandez une immunité absolue, pourquoi? Vous avez dit que vous n'avez pas tiré sur les populations. Vous n'avez rien à craindre. On a mis en place des commissions d'enquête. Mais laissez d'abord les commissions d'enquête produire leurs résultats. Rapport, oui. Mais on n'a pas encore de résultats de commission d'enquête. Vous commencez déjà à vous trouver une immunité. En plus, une immunité absolue. Et l'immunité, on ne sait pas, est-ce que c'est après les manifestations, c'est avant la manifestation? Les gens ont dit non, c'est trop facile. Donc, les militaires eux-mêmes ont des choses à se reprocher. Et ils savent que la mise en place d'un pouvoir, surtout comme le demande l'Alliance pour la liberté et le changement, puisque j'ai dit, ils ont réfléchi, ils avaient même parlé, eux, d'une transition de 5 ans, pas celle qu'on propose actuellement. Et dans cette transition, des réformes à faire, des enquêtes à mener, etc. Les militaires savent que si le pouvoir se retrouve entre les mains de ces gens, ils vont devoir... Oui. Ça va être difficile. Maintenant, ils sont en train d'aménager l'espace pour qu'il n'y ait pas à en rendre compte, parce qu'il y aura une immunité qui fera qu'il n'y aura pas de jugement pour ces militaires-là. Alors, nous allons nous intéresser un peu au contenu de ces accords-là qui doivent normalement avoir l'assentiment des deux parties. Concrètement, que contient vraiment ces accords qu'on signe du jour au lendemain, qui ne finissent jamais? La première chose importante, c'est ce qu'on peut appeler le conseil mixte. Le conseil mixte. Puisque pendant longtemps, les militaires voulaient diriger la transition seuls. Les civils voulaient diriger la transition seuls. Également. C'est la médiation qui a permis que les gens acceptent qu'on mette un conseil mixte que l'Union africaine et l'Éthiopie ont appelé maintenant conseil souverain, dans lequel on a l'Alliance pour le changement, on a également les militaires. Le deuxième aspect dans les accords, c'est le Parlement de transition. Ici, il y a un petit problème parce qu'il y avait déjà un accord avant l'intervention de l'Éthiopie et de l'Union africaine pour un Parlement de transition de 300 membres. Et dans ce Parlement, les 2/3 des membres allaient être fournis par l'Alliance pour la liberté et le changement. Mais après la dispersion de sitting, les militaires ont remis en cause cet accord sur le Parlement. Donc il y a encore discussion à faire sur la question du Parlement. Un autre élément qui pose problème, c'est le retrait des milices, aussi bien de la ville de Khartoum que des autres villes du Soudan. Okay. Ça fait partie des exigences de l'Alliance et pour le moment, les milices sont encore en place, aussi bien à Khartoum que dans les autres villes. Maintenant, il s'y ajoute d'autres griefs qui viennent cette fois des mouvements armés. Eux, ils disent par exemple, il faut qu'il y ait une extradition de toutes les personnes que la CPI veut juger, en particulier le président El-Béchir. Oui. Puisque tout le monde sait que même quand il était président en exercice, il y a la CPI qui voulait le juger. La deuxième chose, ils disent que dans l'accord, on ne pose pas le problème du rétablissement de la paix au niveau du Darfour, où il y a un mouvement armé qui affronte l'armée du Soudan, au niveau du Kordofan Sud, au niveau du Nil Bleu. Eux, ils considèrent que dans l'accord qu'on doit signer avec les militaires, il faut intégrer cet élément. Ils prennent également un troisième élément. Ils disent que dans ces zones de guerre, il y a des populations aujourd'hui en situation extrêmement difficile. Il faut qu'on mette dans cet accord une aide qu'il va falloir accorder à ces populations en situation difficile. Vous voyez un peu que finalement, chacun est en train de tirer... Ouais, le drap de son côté. Voilà. Et ça fait que ça devient difficile parce que les mouvements armés ont fini par rejoindre la manifestation parce que dans les manifestations, les civils réclamaient également qu'il y ait cet arrêt de guerre entre des populations soudanaises, ce qui a fait qu'ils sont venus pour les rejoindre. Voilà un peu le contenu avec là où il y a des accords, là où il y a des désaccords. Alors, à cet allure-là, est-ce que ça promet vraiment dans les jours qui viennent? Oui, je me dis qu'avec la médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie, oui, puisque un des responsables de l'Alliance pour la liberté et le changement est allé à Addis Abeba, puisque les mouvements armés ont leurs représentants là-bas,
pour rencontrer les mouvements armés, pour harmoniser les positions de l'Alliance. Je me dis que si l'Alliance parvient à harmoniser ses positions, l'Union africaine et l'Éthiopie vont encore appeler les deux parties et certainement la même méthode qui avait été utilisée va être utilisée en donnant un peu d'un côté, en donnant un peu de l'autre pour que le processus qui a été entamé puisse aller à terme en termes de transition, qu'on se revoit après dans un autre Soudan où des élections seront organisées dans 3 ans. Les élections seront organisées dans 3 ans. Cela peut être possible, et, vous le dites. Et dans les jours qui viennent, on peut s'attendre à un dénouement aussi vite ou qui va durer encore dans le temps. Les deux cas sont possibles. Les deux cas, hein? Oui, ça peut aller vite si l'Alliance parvient à convaincre les mouvements armés. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros blocage se trouve au niveau des mouvements armés. Parce qu'avec les politiques, c'est juste des différences de stratégie. Quand l'Alliance dit on va faire une grève de 3 jours, on va faire de la désobéissance civile, les politiques n'étaient pas d'accord. Mais ça, c'était des divergences dans les actions à mener pour faire pression sur les militaires. Mais les politiques sont d'accord avec les accords qui ont été signés. C'est avec le mouvement armé aujourd'hui qu'il y a des difficultés alors qu'ils ont intégré l'Alliance. Donc, on est obligé de tenir compte de leur voix. Donc, s'ils parviennent à le faire, ça va aller vite. Ce qui peut retarder maintenant la chose, c'est quelle va être la réaction des militaires. C'est là où ça peut être retardé, puisque ce n'est pas parce qu'ils vont s'entendre, ce n'est pas parce qu'ils vont unifier leur position que la proposition qui va être faite sera acceptée par les militaires. Là où ça peut traîner, c'est la question de l'immunité absolue. Les militaires disent qu'ils y tiennent, l'Alliance dit qu'il n'en est pas question. Donc ça va être véritablement un point d'achoppement par rapport à la négociation. Comment trouver une solution, c'est là où peut-être les choses vont pouvoir traîner. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur, une pause, elle est très importante juste derrière l'info. On se retrouve pour la suite de ce grand rendez-vous de ce soir.